Bonsoir Eric Darche. Bonsoir Jinkyo. Ce soir, tu vas tenter de répondre, ou en tout cas de réfléchir à une question qui consiste à nous demander si on est en bonne santé mentale. Je te laisse la parole. Voilà, alors il y a certaines personnes qui pourraient tenter de répondre très rapidement par oui, ou d'autres très rapidement par non, surtout quand il s'agit des autres. Quand il s'agit de soi, on est toujours en bonne santé mentale. Et en fait, l'idée, c'est que c'est toujours compliqué d'être jugé parti. Donc moi, ce que je propose, c'est plutôt au lieu de dire oui, oui, je suis en bonne santé mentale ou non, non, je suis pas en bonne santé mentale ou les autres surtout ne sont pas en bonne santé mentale, c'est d'avoir des critères. C'est bien d'avoir des critères parce que c'est toujours compliqué de s'auto-juger ou de juger les autres parce que quand on juge les autres, on les juge par rapport à des critères qui sont très personnels, voire très subjectifs. Donc, de toute manière, notre vision de la vie, elle est toujours subjective puisqu'elle part de nous-mêmes, mais plus on élargit notre champ de conscience et plus on élargit nos connaissances, lorsque on a un univers qui est large, on peut évidemment appréhender les choses de manière plus complète, on va dire. Alors, c'est un sujet d'ailleurs que j'ai eu beaucoup de plaisir à développer dans mon livre L'hygiénisme et l'alimentation vivante, mon dernier livre. Et je regardais à peu près le nombre de pages. J'ai mis 120 pages dans ce chapitre. Donc, sur un livre de 664 pages, 120 pages, ça représente un sixième du livre. Donc, ça prouve que le sujet m'intéressait beaucoup et je l'ai développé sous différents angles. Et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a trois citations que j'aime bien et j'ai envie de les proposer. En fait, ça va donner un peu le ton de la manière dont j'ai appréhendé ce thème. Il y a une citation qui vient de Albert Einstein, qui dit « La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi ». Donc de l'ego. On s'aperçoit que l'ego, on peut le définir par différentes approches, points de vue, mais en tout cas, l'ego, pour certaines personnes, ça peut être à l'origine de dysfonctionnements du comportement, parce que lorsque l'ego, alors l'ego c'est le moi, donc c'est important, c'est notre personnalité, on l'entend bien, c'est qui on est, mais lorsque qui on est passe avant les autres, c'est-à-dire qu'on se prend pour le nombril du monde, eh bien quand on a les moyens et qu'on est un ultra riche, ça peut partir vers la mégalomanie, vers des comportements qui sont tout, mais pas qui ne sont pas l'expression de la santé mentale. Même si ces gens-là pensent être en santé mentale, mais l'ego, lorsqu'il se développe de manière outrancière, alors soit parce qu'on a beaucoup d'argent et on a la possibilité d'exprimer à outrance son ego si on n'est pas structuré, si on n'a pas de vrai ancrage, ou bien on n'a pas besoin d'être très riche d'ailleurs pour avoir un ego démesuré. Donc, on voit que l'ego peut être un obstacle à la santé mentale. Une autre citation, celle de Pierre Rabhi. Nous ne vivons pas, nous sommes conditionnés, endoctrinés, manipulés pour n'être que des serviteurs d'un système. C'est intéressant ce point de vue parce qu'on s'apercevra aussi que la santé mentale, lorsqu'elle consiste, si de nombreuses personnes sont endoctrinées, manipulées de manière inconsciente, est-ce qu'on peut parler de santé mentale lorsqu'elles ne font qu'exprimer ce pourquoi elles ont été conditionnées à leur insu? La santé mentale, ça implique aussi une ouverture d'esprit, une liberté de penser. Et lorsqu'on est juste un pion parmi un système et qu'on ne s'en rend même pas compte, et qu'on devient un peu un robot, est-ce qu'on peut parler de santé mentale? Et une troisième citation
qui est de... Alors, je n'ai plus la personne, je retrouverai le nom. Alors, il y a quelques lignes comme ça, mais je la trouve très, très pertinente, cette citation. Pour étouffer, c'est un extrait du livre Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, si je ne me trompe pas. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leur aptitude biologique innée. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif, surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement via la télévision des informations et des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a de la valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. D'ailleurs, cette citation résonne avec celle de Pierre Rabhi qui dit que nous ne vivons pas, nous sommes conditionnés, endoctrinés. Pourquoi ces deux citations sont importantes? Parce que, à mon avis, on ne peut pas parler de santé mentale lorsqu'on est sous camisole chimique ou camisole due à des conditionnements. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans une illusion de santé mentale, mais ils sont devenus le robot ou le jouet de leur propre conditionnement ou de leur propre croyance, même si des fois ce sont des croyances qui leur ont été téléguidées et suggérées. Donc voilà, tout ce préambule, c'est pour favoriser une prise de conscience. Alors, ensuite, ça va expliquer certains dysfonctionnements de nos comportements, et j'aime bien ce mot incohérence. Une incohérence, c'est quelque chose qui n'est pas cohérent. Quelque chose qui n'est pas cohérent, c'est quelque chose qui n'est pas harmonieux, et quelque chose qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas cohérent, eh bien, ça favorise des troubles mentaux ou des troubles de la personnalité, ou en tout cas des troubles, et les troubles ne favorisent pas le bien-être et la santé. On sait une chose, et les personnes qui étudient la santé mentale savent que quelqu'un qui est incohérent, un fou, c'est quelqu'un qui est incohérent. C'est quelqu'un qui a des comportements qui sont illogiques, mais pas illogiques par rapport à des valeurs subjectives, illogiques par rapport à des lois. Quelqu'un qui délibérément saute qui n'a plus la notion de peur, quelqu'un qui est fou, on pourrait le définir par plein de mots, mais en tout cas, des comportements incohérents qui sont incohérents par rapport à la vie, par rapport au bon sens. C'est bien de trouver un arbitre, de trouver quand même une référence, parce que incohérent par rapport à quoi? Eh bien, ça génère des troubles à tout niveau, de santé, intellectuelle ou autre chose. Et la question qu'on devrait se poser, puisque la question d'aujourd'hui, c'est sommes-nous en bonne santé mentale? Eh bien, ce qui serait intéressant, c'est de voir si chacun d'entre nous abritons et cultivons au quotidien des comportements incohérents. Alors, si il suffisait d'avoir des comportements incohérents pour être en mauvaise santé mentale, tout le monde serait en mauvaise santé mentale,
car nous tous, à un certain niveau, on a des comportements incohérents. Incohérent, c'est-à-dire que, par exemple, on s'engage dans une direction, on veut, par exemple, être en bonne santé, et en parallèle, on va fumer, on va boire, ou bien on va manger chez McDo de manière régulière. Donc là, enfin, on va dire McDo ou dans les fast-foods, voilà, c'est beaucoup plus précis, parce qu'il n'est pas question ici de mettre X ou Y dans le collimateur. Et donc, on voit bien que l'idée de l'incohérence, c'est quelque chose que l'on pratique tous à un certain niveau. Le problème, c'est que c'est l'intensité. Est-ce que je suis incohérent de temps en temps, ou de manière importante, ou de manière régulière? Et tout ça, eh bien, évidemment, ça remet en cause la santé mentale. Alors, quels exemples on pourrait citer pour manifester ces incohérences? C'est le fait, par exemple, alors c'est quelque chose que je vois très souvent. Alors déjà, quelque chose d'assez primaire, c'est se dire, oui, la nutrition c'est important, et de prendre son caddie, d'aller dans une grande surface, de prendre tous les aliments qui viennent euh, dès qu'on arrive dans un rayon, et ne pas faire de sélection parce que ben, c'est la publicité qui nous guide vers le dentifrice, vers les pâtes, vers le chocolat ou la crème de chocolat très connue, bref, sans réflexion parce qu'on a entendu parler que c'était bon. Donc, si une personne souhaite faire des efforts, souhaite considère que la santé, c'est une valeur majeure pour elle, et en contrepartie ne fait pas de sélection lorsqu'elle achète des aliments, eh bien, c'est un comportement incohérent, tout simplement. Voilà, parce que ce comportement ne pourra pas l'amener vers la santé. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième type de croyance, de comportement incohérent, c'est les comportements qui sont liés à des croyances. C'est-à-dire que à ce moment-là, ce sont nos croyances qui vont façonner nos comportements. Et on va vivre sur un système automatique, c'est-à-dire un peu comme ce que mettait en avant Pierre Rabhi ou la citation d'Aldous Huxley, où en fait, on est devenu des automates, on est devenu l'expression de nos croyances, et nos croyances, elles nous ont été proposées de mille manières, par notre éducation, par notre environnement social, professionnel ou autre. Et lorsque l'on est en roue libre et qu'on accepte toutes ces valeurs, est-ce qu'on peut parler de santé mentale? Est-ce que la santé mentale, ça ne serait pas, entre autres, le fait d'être conscient de ce que l'on fait et des raisons pour lesquelles on agit? Est-ce que lorsqu'on agit de manière inconsciente et que l'on a des comportements qui s'opposent à la vie ou qui détruisent la vie, est-ce qu'on peut parler de santé mentale? Est-ce qu'on peut parler de santé mentale si on détruit notre environnement? Voilà, ce sont des exemples intéressants. Et il ne s'agit pas de pointer du doigt Pierre-Paul Jacques parce qu'on est tous concernés à un moment donné par ces incohérences, mais c'est bien de les noter. Et pour illustrer ces croyances, ces systèmes de valeurs et ces endoctrinements qui conditionnent un peu nos comportements, j'ai envie de citer Michel Onfray. Michel Onfray, c'est un philosophe. Et il y avait un étudiant c'était une discussion entre lui et un étudiant et des étudiants, dont un étudiant qui lui dit: on nous reproche assez souvent d'être une génération assez égoïste et même qui s'engage très peu. Est-ce que vous pensez que notre génération s'intéresse peu au monde qui l'entoure? Et Michel Onfray répond: oui, mais vous n'êtes pas coupable, vous êtes victime. Je veux dire que quand vous avez aujourd'hui les médias qui vous enseignent les choses auxquelles il faut croire, le catéchisme, donc il parle de catéchisme, c'est-à-dire que les jeunes seraient endoctrinés par un conditionnement sociétal, ce qui est vrai. Alors là, je viens de faire 15 minutes, donc il ne faut pas que je déborde trop. Donc, c'est une demi-heure notre vidéo, une demi-heure en principe. Hein. Comme
Voilà, alors, ce qui est intéressant, c'est que en effet, cet échange avec ce philosophe suggère l'idée que euh, on fait des choses à notre insu et on ne sait pas que bien des choses que l'on fait ont été téléguidées. Euh, alors, après, alors il y a toutes sortes de conditionnements. Il y a aussi le conditionnement par les sémantiques. Aujourd'hui, par exemple, j'avais lu alors je ne sais plus qui est, ah, c'est Franck Lepage qui est un spécialiste de la communication et il disait que une des guerres aujourd'hui et un des conditionnements, c'est l'incohérence de nos comportements en relation avec notre conditionnement lié à des dérives sémantiques. Et il dit qu'en fait, alors moi, c'est dans mon livre, j'avais intitulé ça La guerre des mots ou comment enfumer ou manipuler des gens avec des subtilités sémantiques. Et lui, il explique. Et c'est très intéressant parce qu'on ne peut pas parler d'équilibre mental si on ne prend pas conscience de ce que je vais expliquer là. Il expliquait que depuis quelques dizaines d'années, à l'initiative de think tanks, ce sont des groupes, des sortes enfin, ce sont des intellectuels qui se réunissent. Euh, le think tank en lui-même, ce n'est pas un problème. Ça devient un problème lorsque il y a l'objectif de nuire d'une certaine manière ou de voler quelque chose. Et en fait, il a expliqué que euh, il est parti, certains intellectuels, en faire certaines forces, parce que ce n'est pas que les intellectuels, ont eu l'idée d'appauvrir le langage public, le langage commun. Et quel est l'intérêt d'appauvrir le langage? C'est que la culture et le savoir d'une personne limitent son horizon de pensée et de conscience. On traduit nos pensées par des mots. Si certains mots disparaissent de notre vocabulaire et qu'on les remplace par d'autres, eh bien, ça peut remettre en cause euh, notre perception de l'environnement. Alors, je vais donner un exemple. Ainsi, il dit que si on appauvrit le langage et la culture et les savoirs d'une personne, on limite son horizon de pensée et sa conscience. Cela réduit par la même occasion sa capacité à conscientiser et à comprendre le monde dans lequel il vit. Ainsi, on obtient un individu docile et manipulable à souhait. Alors, il dit qu'en utilisant plus certains mots ou en les faisant disparaître du langage courant, on élimine en même temps les concepts ou les idées qu'il véhiculait. Par exemple, il donne un exemple. Si, alors déjà concrètement, comment on a fait? Par exemple, avant, on parlait d'un plan de licenciement. Maintenant, on ne parle plus de plan de licenciement. On parle d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Si on parle d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui en réalité est un plan de licenciement, les syndicats vont avoir du mal à se rebiffer contre un plan de sauvetage d'emploi parce qu'il est très compliqué de dire à quelqu'un je ne suis pas d'accord de sauver des emplois. En réalité, c'est juste que c'est un licenciement, mais où on l'a habillé avec d'autres mots. Et donc, ça empêche en fait la personne de réagir. On peut lutter, on peut dire bon, c'est inique, ou on peut essayer de trouver des solutions parce qu'il y a un sauvetage de l'emploi. Non, c'est-à-dire que s'il y a des licenciements, c'est très bien ce que ça veut dire. Par contre, sauver des emplois, on ne peut pas, comme c'est une bonne idée, on ne peut pas aller lutter contre cette bonne idée parce qu'on serait mis à l'index. On dirait, mais c'est vraiment quelqu'un qui est nuisible, il ne veut pas chercher à sauver des emplois. En réalité, c'est la même chose, mais on a changé de mot. Et il explique que, il donne un exemple, si vous ne pouvez plus dire par exemple le mot exploiteur, parce qu'on l'a remplacé par un autre mot, parce que le mot est supprimé du langage courant, alors il n'y a plus d'exploitation, c'est tout. C'est aussi simple que ça, il suffit d'enlever le mot et l'exploitation, vous ne pouvez plus la penser. Si vous ne pouvez plus la penser, vous faites quoi? Surtout si on vous explique à la base, c'est du partenariat. À partir du moment où le patron devient un pote
qui vous file un emploi, ce n'est plus du tout un type qui cherche à vous piquer votre force de travail. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on ne peut pas parler de santé mentale, puisque tel est le sujet aujourd'hui, si on se fait manipuler à notre insu et que on nous empêche d'exprimer nos émotions, nos différences, etc. Et en fait, ce qui s'est passé avec cette captation du langage public, c'est qu'on a supprimé du langage courant certains mots, et quand on ne peut plus exprimer des différences, on ne peut plus exprimer des choses désharmonieuses, alors il ne nous reste qu'à adhérer à ce que l'on vit. En fait, c'est très subtil, mais c'est ultra puissant et ultra agressif et ultra délétère comme manipulation. Voilà. D'ailleurs, par exemple, on ne parle plus de dégâts provoqués par la guerre, on parle de frappes chirurgicales ou de dégâts collatéraux. Pour justifier la politique scolaire qui s'est délitée d'année en année, on ne parle pas d'échec, mais de réussite différée. Un élève qui redouble, ce n'est pas un échec, c'est une réussite différée. Pour éviter de parler de précarité d'emploi, on parle de flexibilité. Et c'est toutes des subtilités de langage et les gens ne sont pas rendus compte pour la grande partie, pour la majeure partie, que c'est une ruse pour empêcher les gens de réagir. On ne peut pas réagir, c'est très difficile de réagir sur quelque chose qui est proposé comme positif. Et donc, on l'accepte parce qu'on n'a plus les mots, on n'a plus les idées, puisque les mots sont porteurs d'idées, pour exprimer qu'on n'est pas d'accord avec telle ou telle idée. Voilà. Alors ça fait partie des manipulations. Alors maintenant, on ne va pas trop non plus se polariser là-dessus. Il y a un autre moyen de se faire avoir, de perdre sa santé mentale, c'est les manipulations neurochimiques. Les manipulations neurochimiques, bon, ça, je l'ai souvent expliqué, c'est quoi? C'est le fait que certaines molécules se trouvent dans notre alimentation et provoquent des comportements, des dysfonctionnements tels que les exciteurs de goût, tels que le glutamate, entre autres. On voit bien qu'il y a des molécules qui peuvent altérer le fonctionnement de nos fonctions cognitives, entre autres. Et lorsqu'on ne jouit pas du maximum de nos capacités, comment peut-on parler de santé mentale? Quelqu'un qui mange McDo du matin au soir, qui mange des frites, qui mange des grillades, qui ne mange pas de fruits et de légumes, il a forcément une altération de sa chimie. Et quand la chimie du cerveau est altérée, les fonctions cognitives, les fonctions d'apprentissage et même la conscience peut être altérée. Voilà, donc si on s'intéresse à sa santé mentale de manière large, il est intéressant de voir qu'on peut voir sa santé mentale altérée sans s'en rendre compte. C'est ça le piège, c'est de croire qu'on est en bonne santé mentale parce qu'on est jugé parti. Si quelqu'un a pris de l'alcool, est-ce qu'il a tous ses réflexes pour conduire? La loi dit que non. Eh bien, et à juste titre d'ailleurs, et lorsque on a altéré nos fonctions neurochimiques, lorsque on a altéré notre conscience par des techniques de communication, de sémantique, comment croire ensuite qu'on a tous les moyens pour mener à gérer au mieux sa vie? Voilà, c'est des questions importantes. Et alors, je vais juste encore citer une personne qui enfonce le clou, et après, on va plutôt essayer de trouver des solutions. Il y a l'avocat Adrien Abositz qui dit « Le système pour assurer sa domination et pour rendre la masse passive, atomisée, non revendicatrice, déracine en retirant toute substance venant du passé chez les êtres. En somme, on n'a plus d'être enraciné, on n'a plus d'être conscient politiquement, on a en face de soi des poissons rouges qu'il est très facile de balader dans un sens ou dans un autre. » Ce qu'il explique, c'est que plus, et ça concerne surtout les jeunes d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, moins ils auront de culture, moins ils auront
accès à, comment dire, à notre histoire parce que ça aura été édulcoré, par exemple. On sait que au niveau de l'éducation nationale, on a retiré certains passages des livres d'histoire. Aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui font comment dire, se cultivent pas vraiment en lisant des livres, en surfant sur Internet, en prenant un peu à droite et à gauche des informations. Ça ne permet pas vraiment de structurer quelqu'un, ça ne permet pas vraiment d'avoir une culture où il s'enracine par rapport à un passé qui n'a pas été altéré, qui n'a pas été modifié, qui n'a pas été tronqué. Et donc après, moins une personne est enracinée, plus les jeunes sont encouragés. Aujourd'hui, un jeune de 20 ans, s'il est influenceur, il peut devenir millionnaire. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont omnibulés, inoptisés par ces richesses qu'on peut avoir du jour au lendemain. Et ça se fait au détriment de la sagesse, ça se fait au détriment de la maturité. Et après, on a des jeunes qui sont manipulables à souhait parce qu'ils n'ont pas d'enracinement ni culturel, ni intellectuel, et c'est ça le danger. Alors voilà, ça c'est des petits exemples que je viens de citer. Alors comment faire? Comment faire? Déjà, si on veut parler de santé mentale, il faut être conscient de tout ça. Il faut être conscient de toutes ces manipulations sur le plan neurochimique, sur le plan alimentaire, sur le plan sémantique, sur le plan politique, sur le plan culturel. Et lorsqu'on a pris conscience de tout ça, eh bien après, il faut être conscient, c'est bien. Et après, il faut avoir des connaissances pour mettre de l'ordre dans son alimentation, manger sainement. Ça demande un minimum de connaissances. Euh, euh, pouvoir s'exprimer et avoir un avis avisé sur la politique, l'économie, l'histoire, etc., ben, il faut se cultiver, il faut faire l'effort. Et tout ça, ça permet de gagner en autonomie et en santé mentale. La santé mentale, si j'avais une définition à donner, c'est, je donnerai quelques mots pour essayer d'exprimer ce que c'est la santé mentale. Ça doit rimer avec l'harmonie, avec la paix, avec le bien-être, avec l'empathie, avec l'amour, avec l'équilibre, l'harmonie, tout ça, je l'ai déjà dit. Et après, il y a des définitions qui disent qu'on ne doit pas avoir de symptômes, euh, on doit avoir une expression de joie, d'enthousiasme, etc. On peut utiliser énormément de mots pour qualifier la santé mentale, mais en tout cas, la notion d'équilibre, d'harmonie, de paix intérieure, c'est pas mal quand même pour définir ce que c'est la santé mentale. Et aujourd'hui, la santé mentale, elle est remise en cause par énormément de pollution, pollution électromagnétique, pollution alimentaire, pollution aussi de notre culture, les films qu'on choisit, les divertissements qu'on choisit, etc. Donc, il faut faire attention à tout ça si on souhaite être en bonne santé mentale. Et j'ai envie de citer un philosophe qui s'appelle le maître Omra Mikhail Ivanov, qui parle il y a deux natures, il dit qu'il y a deux natures dans l'être humain, la nature inférieure et supérieure. La nature inférieure, on pourrait la mettre en lien avec cette notion de la personnalité. Il faut, même si la personnalité, la notion de personnalité peut avoir de nombreuses définitions, là, le côté inférieur est lié à la personnalité, c'est-à-dire l'ego. Et ensuite, le côté supérieur, c'est à l'individualité, c'est-à-dire le fait de se relier au un, c'est-à-dire de considérer qu'on fait partie d'un tout. Et c'est un peu comme le corps, si on considère que le cœur, le foie, la rate, les poumons sont des organes qui sont séparés et qui n'œuvrent pas ensemble, et bien évidemment qu'on a du mal à favoriser le retour à la santé. Et c'est très important de considérer l'organisme comme un tout et que tous les organes sont en interrelation entre eux. On sait très bien en naturopathie ou en hygiénisme que quelqu'un qui a des troubles digestifs chroniques qui partent de l'intestin peut provoquer à distance des problèmes cardiovasculaires, pulmonaires, immunitaires, etc. Donc cette notion d'unité est importante. Et donc
pour revenir sur ces deux natures inférieures et supérieures, on a tous souvent des distorsions où, par exemple, on a l'idée de faire quelque chose pour le bien commun. Et donc là, on est dans l'individualité. On va essayer de faire un livre ou de donner des cours ou d'avoir un métier qui contribue à faire progresser la notion de collectivité. Et de l'autre côté, on a notre personnalité qui dit, oula, avant de penser à l'autre, pense à toi. Et puis, bon, certes, il y a le fameux dicton qui dit, charité ordonnée bien commence par soi-même. Mais ceci dit, si, bien sûr qu'il faut être bien pour aider les autres, mais si à un moment donné, on s'occupe un peu trop de soi, on tire trop la couverture à soi, eh bien, cette notion d'individualité ou ce bien commun où on essayait on avait comme objectif de contribuer à faire, d'améliorer le bien collectif, et bien, à un moment donné, lorsque certaines personnes d'ailleurs avaient au départ des pensées nobles, on fait peut-être certains métiers pour essayer d'aider leurs prochains, et puis à un moment donné, parce qu'ils ont eu la réussite, parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent, ben, ils oublient un peu leur vocation de départ, et puis ils deviennent égoïstes, ou leurs engagements de départ ont tendance à s'étioler avec le temps et les années. Donc voilà, c'est très important de comprendre que, et d'ailleurs, cette histoire de côté inférieur-supérieur, c'est les gens, les ultra riches qui, à un moment donné, rentrent. Moi, je pense que d'ailleurs, pour le danger des gens qui possèdent énormément, c'est leur équilibre mental. C'est qu'à un moment donné, leur moyen financier leur permet de créer, de faire des lois même, puisqu'ils influencent les politiques. Et à ce moment-là, il y en a certains qui deviennent mégalomanes, qui se prennent pour Dieu. Et c'est le danger. Et je pense que, d'ailleurs, j'aime bien utiliser la métaphore d'une maladie qui s'appelle l'analgésie. Lorsque on, se, on met sa main près du feu, eh bien, on a une douleur. Et il y a des gens, et ça nous permet, cette douleur nous permet d'éviter de mettre la main trop longtemps dans le feu, ou autrement de détruire sa main. Et il y a une maladie qui s'appelle l'analgésie congénitale, où la personne qui est atteinte de cette maladie, elle peut faire tout et n'importe quoi, elle ne sent aucune douleur. Mais le problème, c'est qu'elle va dégrader son corps, et il y aura, étant donné qu'il n'y a pas d'effet retour, eh bien, elle peut altérer gravement sa santé. Eh bien, les ultra riches, enfin, les ultra riches, les gens qui ont énormément de moyens, euh, il y en a beaucoup qui perdent leur santé mentale parce que euh, leurs moyens financiers et leurs influences leur permettent de contourner beaucoup de choses. Et ils sont un peu comme ces gens qui sont atteints d'analgésie congénitale. Ils n'ont pas de retour de ce qu'ils peuvent faire de répréhensif. Et donc, certains rentrent dans des logiques complètement folles. Je ne vais pas les citer ici, mais là, on parle de mégalomanie où vraiment la santé mentale peut être remise en cause. Et c'est le cas de beaucoup de gens qui sont déconnectés de la réalité parce que leurs moyens financiers leur permettent de passer au-delà. En fait, ils sont plus concernés par beaucoup de lois humaines qu'ils arrivent à contourner. Donc voilà, voilà, j'ai fait un tour important. Enfin, important, j'ai essayé d'être le plus concis possible, mais je le savais, hein, c'est un sujet un peu complexe. Alors, je crois que si j'avais des conseils à donner pour favoriser la santé mentale, c'est bien sûr de s'informer dans tous les domaines, dont l'alimentation, bien sûr, et ensuite d'appliquer d'appliquer euh, ses engagements. Parce qu'il ne suffit pas de pointer du doigt des dysfonctionnements, il faut essayer ensuite de s'engager à faire quelque chose et de le faire. Et une des incohérences par rapport à la santé mentale, c'est quand je vois des gens sur Internet qui donnent des conseils
pour être en bonne santé, alors ils vont focaliser tous les conseils sur l'alimentation ou bien ils vont rentrer dans des particularités du régime alimentaire. Ça, c'est pas le problème. Mais on peut se poser des questions quand quelqu'un fait énormément d'efforts sur l'alimentation, il en parle du matin au soir et puis lui-même le met en pratique pour lui. Et à côté de ça, il devient ultra agressif et intolérant parce que le voisin va manger un peu de viande ou le voisin ne respecte pas un des critères qu'il estime être important pour sa santé. Donc, en fait, euh, comment on peut parler de santé mentale lorsque on agresse les gens? Et il faut savoir que quand on agresse les gens ou on se met dans des états de stress importants, on crée des sécrétions hormonales telles que le cortisol, l'adrénaline, les corticosurrénales, qui provoquent des processus de vasoconstriction, des processus inflammatoires. Donc, c'est assez incohérent comme comportement de parler de santé mentale du matin au soir et non, de parler d'alimentation pour favoriser la santé et en ayant des comportements. Ça, c'est ce qu'on appelle des incongruences où il n'y a plus de cohérence. Voilà. Donc voilà, merci Jinkyo. Est-ce que tu as des questions à me poser? Parce que tu vois que le sujet est assez vaste. Par contre, on est à combien là? On a 36 minutes. Ah, ça va, c'est pas trop long. Est-ce que en quelques minutes, tu peux je sais, j'ai dit beaucoup de choses. Est-ce que tu as des choses à dire? Voilà, je t'écoute. Non, mais je pense que c'était intéressant et original de focaliser ton analyse pour restreindre un petit peu le champ. Après, c'est vrai on peut pas vraiment définir la santé. Par contre, je pense que à travers tout ce que tu as dit, c'est plus facile de repérer quand on perd les pédales, on va dire, plutôt que se dire là, je suis en pleine santé mentale, tu vois. Autant parce que même un champion olympique, est-ce qu'on peut dire qu'un sportif de haut niveau à ce niveau-là est en pleine forme quand il gagne, il est épuisé, il a tout mis, tout ce qu'il avait. Tu vois, les notions de santé. Moi, je me souviens d'une petite phrase d'un gars fin 19e, c'était des cours d'histoire. Et les acrobates sont des anomalies, mais des anomalies qui se produisent dans un milieu propice à leur apparition. Et ça, c'est fondamental si tu veux de pas culpabiliser, de se dire, ouais, putain, est-ce que je suis en train de devenir fou? Bah, peut-être, mais l'avantage de la santé, c'est que bah, on a une maladie, on guérit, et dans le mental, c'est pareil, on a des périodes, des phases. Tu as dit plein de choses, tu vois, où tu te fais endoctriner, il y a des élans de marche ou de course, le progrès, tout ça, voilà, tout simplement, pour pas être trop polémique. En avant le progrès, bah, il y a des gens qui sont complètement et je veux dire, moi, en tant que sportif, je l'ai vécu, ça, d'être musclé, tu vois, hyper ascétique, quoi, athlétique. Et qu'on retrouve chez ce que tu dis dans les gens qui parlent que de nourriture, les orthorexiques, là, je sais plus comment on dit, quoi. C'est ça. Enfin, c'est de la folie, voilà. Mais c'est pas si grave que ça, finalement, d'être fou, quoi. C'est aussi ça non, mais il faut rassurer les gens. Je veux dire, en ce moment, on écoute des statistiques sur les gens qui ont des syndromes, des symptômes psychiatriques. C'est complètement, ça fait peur, quoi. Tu dis, attends, mais on est dans un asile géant, quoi. C'est le vol au-dessus d'un nid de coucou, quoi. Mais non, j'ai entendu, tu vois, hein, anecdotiquement, ils disaient, ah ben ça a fait pareil en 2008 avec la crise des subprimes. Il y a eu une énorme augmentation des cas de psychiatriques. Voilà. Et puis, bon, bah, la météo, tu vois. Ainsi va la vie, il faut accepter ces cycles et la nourriture, les saisons, tu vois, les gens en manque de soleil, en manque de sommeil, l'été, l'alcool, etc. Donc il y a, je dirais un message d'optimisme quand même, parce que c'était un petit peu dark ton exposé, je trouve, Non, 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 après, tu as vu, un peu dur, on va dire. j'ai fini mon intervention en faisant des suggestions. Et tu as vraiment, pour moi, c'est très important ce que tu dis, c'est que là, certes, j'ai listé un petit peu tout ce qui peut favoriser le déséquilibre de la santé mentale. Ceci dit, euh, j'encourage les gens à prendre conscience de tout ça. On ne peut pas être vraiment en bonne santé mentale si on ignore et on est le jouet de certains mécanismes. Mais à partir du moment où on est conscient de ça et qu'on a une vie saine, qu'on respecte les facteurs de santé qui sont
déjà être en contact avec la nature, manger sainement, avoir des phases de repos, de travail, être ouvert, souriant, être altruiste. euh, Puis bon, il y a prendre des bains d'air, des bains de soleil, etc. Donc on voit qu'il y a toutes sortes de facteurs de santé à conjuguer ensemble. Là, on se rapproche un peu plus de ce que on pourrait définir comme la santé mentale. Mais aujourd'hui, dans notre société, des gens vraiment en bonne santé mentale, il n'y en a pas des tonnes dans le sens que on a tous des déséquilibres à notre insu. Et c'est bien d'en prendre conscience. Et c'est vrai que aujourd'hui, si on vivait beaucoup plus en phase avec la nature, ça serait facile d'être en bonne santé mentale parce que la nature nous encourage, nous, il y a vraiment, la nature nous propose tout ce qu'il faut pour favoriser la santé mentale. Écouter le chant d'un oiseau, écouter le bruissement de l'eau, écouter le vent. Voilà, bon, bref, c'est pas de la poésie. Ce que je veux dire, c'est la réalité. Quand on est en phase avec la nature, on s'équilibre et on s'harmonise. Mais par contre, en ville, c'est pas ça. On n'écoute pas. On écoute des cris, des bruits quand on rentre dans nos maisons. Pour bien des gens, ça continue à être comme ça. Donc, avec une nourriture dénaturée, la télévision, tout ça, ceci, cela. Donc, oui, 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 c'est pas très compliqué d'être en bonne santé mentale, mais ça demande de la vigilance et de la volonté. C'est un mode de vie, on va dire. C'est ça, c'est ça. Même la santé quelle qu'elle soit, finalement, quoi. Ouais. Là, on a fait un focus sur la santé mentale, mais on peut élargir ces notions à la santé avec un grand S. Voilà. Écoute, merci. Merci de m'avoir permis de faire cette énième vidéo. Je ne sais pas quel numéro elle a. Ah, peut-être 26, 27, je sais plus. Voilà. En tout cas, un grand merci. Ah, Et puis, s'il y a des gens qui ont été intéressés par ce sujet, n'hésitent pas à poser des questions ou à faire des commentaires sous la vidéo. Merci Njincho et puis à bientôt. Au à revoir. très bientôt, Eric. Ciao.